pour le premier retour d'expérience autour, évidemment, du BIM Infrastructure. Je vous remercie d'accueillir Philippe Cotin, qui est chef de projet et référent BIM chez Tecta, ainsi que Michael Fauchet, architecte et référent BIM chez Patriarche Architecture. Merci de les accueillir, bienvenue. Alors, vous avez la petite zapette. L'enjeu de ces retours d'expérience, finalement, c'est de vous poser 3 questions simples. Évidemment, une fois que vous nous aurez présenté de quelle opération il s'agit, une infrastructure pharmaceutique, dont on ne peut pas trop citer le nom de la marque, innovante qui a été pilotée en BIM-SIM. Présentez-nous ce projet en quelques mots, rapidement. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir pourquoi le BIM a été utilisé sur ce projet, qu'est-ce qu'on en attendait en termes de bénéfices, d'avantages, qu'est-ce que vous avez constaté à l'état d'avancement de ce projet par rapport au BIM en termes d'avantages, de bénéfices, mais peut-être aussi de difficultés. C'est intéressant dans un REX d'avoir le niveau de difficulté. Et finalement, quels enseignements vous en tirez finalement de ce retour d'expérience qui pourrait intéresser l'ensemble de vos confrères de la filière ici présents. C'est à vous, merci. Bonjour à tous. Donc Philippe Cotin, chef de projet chez Tecta. Donc je suis en charge des études et du suivi de travaux du projet, le laboratoire biotech. Alors bonjour, Michael Fauchet, architecte BIM manager au sein de l'agence Patriarche et BIM manager pour ce projet qu'on va vous présenter. Je vais vous faire une rapide présentation du bureau d'études Tecta. Donc, Tecta est un groupe d'ingénierie indépendant de 45 personnes spécialisées en infrastructure et en environnement. Nous assistons des collectivités, des aménageurs, promoteurs et entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets et réalisons des projets des plus simples aux plus complexes dans différents domaines, aménagement urbain et du territoire, infrastructure, hydraulique, écoquartier, parc d'activités et logistique, site industriel, complexe sportif. Alors Patriarche, qui sommes-nous? Alors Patriarche est une agence pluridisciplinaire et internationale. Nous sommes composés de plus ou moins 350 personnes réparties sur 8 agences. Alors 8 agences à l'international. Nous avons des agences au Canada, en Suisse et principalement aussi en France. Nous sommes interdisciplinaires parce qu'effectivement nous sommes architectes, urbanistes, architectes d'intérieur, mais aussi bureaux d'études, environnement, économie, fluide, ELEC et CVC, structure, VRD, travaux et signalétique. Nous avons aussi un laboratoire d'innovation. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le projet. Alors, on va d'abord vous présenter une partie pour vous expliquer le bâtiment. Mais effectivement, le sujet principal, c'est bien l'infra connecté au bâtiment, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas de bâtiment s'il n'y a pas d'infra, il n'y a pas d'infra s'il n'y a pas de bâtiment. Donc, ce projet est un laboratoire de biotech en Suisse. On ne peut effectivement pas citer notre leader pharmaceutique qui va occuper les locaux. Ce projet était parmi les nominés au BIM d'Or. Hélas, on ne l'a pas eu lundi, comme vous l'évoquiez aussi. Donc voilà, pour la petite histoire, bon, on était là, c'était déjà pas mal. Donc ce projet que vous voyez là, qui est assez compact, est un laboratoire de biotechnologie. La partie avant du bâtiment est essentiellement occupée par des bureaux, des espaces ouverts. La partie centrale, un peu plus haute, ce sont des laboratoires, ce qu'on appelle des flex labs. Ce sont des laboratoires modulables en fonction de la productivité dans le bâtiment. Il y a également des salles blanches et également du process pour la production des fluides et des médicaments. Et à l'arrière du bâtiment, on ne voit pas ici, un peu plus petit, aussi une partie un peu plus technique de production de fluides spéciaux. Alors le bâtiment aussi, la façade est assez intéressante parce que c'est une façade en cristaux liquides, en fait, qui permet de se pacifier en fonction de la météo et des heures de la journée, ou à volonté aussi. Oui, pardon, j'étais trop loin. Donc, présentation effectivement de l'opération. Donc, c'est un centre de biotech, comme je vous le disais, pour un leader des biotechnologies. C'est à peu près 16 000 m². C'est très compact. Ça peut accueillir à peu près 300 employés. On comprend des salles blanches de bioproduction, des pilotes de production, du flex lab. Le but, c'est de produire des médicaments injectables contre le cancer. Donc, je vous ai parlé aussi également de la façade. Et tout ce qui est partie
on va dire, de bureaux, ce sont des open space, des espaces de convivialité, en fait, pour favoriser les échanges et la collaboration entre les chercheurs afin de développer de nouveaux médicaments et également avoir comment je veux dire, les meilleures idées, les meilleurs médicaments et de les produire aussi dans les laboratoires flexibles et donc de faire évoluer toute la production dans le bâtiment. Alors le budget global de l'intervention, c'est de 250 millions d'euros. Et ce qui concerne l'infrastructure et les voiries, c'est un budget de 8 millions d'euros. Alors, les travaux sont en cours d'exécution aujourd'hui. On est à peu près au +1 actuellement, livraison prévue en 2022. Donc livraison prévue en 2022, c'est ça. Plus spécifiquement sur les infrastructures, donc on a au niveau technique donc des bassins de rétention donc pour les eaux pluviales d'environ 275 mètres cubes, reliés à une vanne automatique assujettie à des sondes de détection donc pour la pollution. Parce que c'est un gros sujet là-bas, la pollution donc en Suisse. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas rejeter les eaux n'importe où et surtout là-bas. Et on a aussi des bassins dédiés plutôt aux chimiques, donc avec un renvoi en continu à la steppe privée donc de notre client pour le traiter avant le rejet dans les eaux communales. Pour le reste des infras, donc les réseaux classiques, on a de la HTA, de la fibre et les réseaux gravitaires, la voirie en enrobé, des parkings en evergreen et un cheminement piéton en pavé et en dalle. Alors, en ce qui concerne les équipes et ce projet en particulier, c'est un projet à l'international et c'est un projet qui est assez complexe et qui avait une envergure effectivement européenne, car tous les intervenants étaient dispatchés dans différents pays. Donc, le projet se situe en Suisse, on a un client allemand, on a des bureaux d'études en Italie, en France et également en Irlande. Alors, le maître d'ouvrage est privé, la maîtrise d'œuvre, c'est Patriarche, mandataire, et les bureaux d'études, Patriarche, mais également effectivement Tecta, Duvernay qui s'occupe de la charpente métallique, Anshaw qui était le paysagiste, Amshan et Walter qui s'occupent du sprinklage du bâtiment, BG Ingénierie pour tout ce qui était géotechnique, et d'autres bureaux d'études que nous n'avons pas indiqués ici, qu'on n'a pas eu l'occasion de rajouter. Il faut savoir aussi que dans cette opération, il y avait une particularité, c'est qu'en fait des équipes de la maîtrise d'ouvrage étaient intégrées dans chaque BE. Donc il y avait des spécialistes de la maîtrise d'ouvrage pour aider et faciliter les échanges et les interventions et la collaboration autour de ce projet. Donc c'est à peu près une équipe de 60 à 80 personnes. Ah pardon, excuse-moi. Oui, je voulais préciser simplement que donc, pour Tecta, il y avait un chef de projet, il y a un chargé de travaux et puis il y a 2 projeteurs. Un projeteur spécialisé dans tout ce qui était terrassement et un autre au niveau de tout ce qui était réseau. Excuse-moi. Tu me dis. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, donc dans les questions, c'était pourquoi un processus BIM? Alors, c'était une évidence. Alors, c'est une évidence pour non seulement pour les équipes, mais aussi pour la maîtrise d'ouvrage, qui est à la pointe de la technologie et de ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc, dès la phase conception, on a mis en place un process BIM. C'était vraiment une volonté de la maîtrise d'ouvrage, car la finalité était aussi, non seulement dans la phase conception, dans la phase chantier, mais aussi à des fins d'exploitation maintenance en finalité pour l'exploitation du bâtiment. Pourquoi également? C'est une volonté d'avoir un objet unique 3D renseigné, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Également, la volonté de la visualisation et de la compréhension globale du projet. Il faut bien se rendre compte que ce projet est complexe et très compact. Il y a une multitude de réseaux au mètre carré qui est assez impressionnante du fait du projet, du laboratoire. Le fait aussi d'avoir un besoin de flex lab et de possibilité d'aménager, de faire évoluer le bâtiment en fonction des besoins nous a poussé aussi à mettre en avant toutes les possibilités de ce process BIM. Le fait aussi de pouvoir faire de la coordination, du management, de la synthèse. Donc tout le monde est bien autour de la maquette. Et les équipes aussi à l'international. Donc le process BIM a dû être mis en place pour aussi faire dialoguer tout le monde autour de ce projet et en même temps. Et forcément aussi la documentation, c'est-à-dire l'extraction à tout moment de plans coupe façade,
de nomenclature qui sont issus de ce modèle numérique. Comme je vous le disais, le nombre important d'intervenants, de BE, et également à des fins de communication. C'est bon ? Alors, le BIM, comment ? Eh bien, avant toute chose, mise en place d'un processus cadré par une convention, ce qu'on appelle un plan d'exécution BIM. Aussi, la mise en place d'une maquette référence, on parlait de géoréférencement, donc une maquette dans laquelle tout le monde va pouvoir intégrer sa propre maquette métier et d'être sûr que tout correspond, qu'on est bien géolocalisé, parce qu'on va se servir de ce modèle pour les échanges et pour la communication. Dans ce projet, il y avait 3 étapes clés en phase conception. C'est ce qu'ils appellent des 30%, 30%, 60%, 90%. Ce qu'ils appelaient des detail design, ce qui correspond chez nous à l'AVP, à l'APD et au Pro. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on avait dû aussi imposer la langue pour le projet, c'était l'anglais, pour essayer d'uniformiser les échanges et la communication. Même si parfois on faisait des réunions en français parce que... Voilà. Donc voilà. Au fur et à mesure de l'avancement... des études, donc la maquette s'enrichissait de plus en plus de données. Donc on avait aussi des réunions hebdomadaires, donc avec la maîtrise d'ouvrage et puis surtout des 3D en revue. Nous, ce qu'on a pu apporter donc avec le logiciel Covadis, donc c'est les modèles numériques de terrain, donc pour tout ce qui est avec le module plateforme. On a aussi amené donc nos réseaux, donc assainissement, réseau sec, assainissement, réseau humide. Tout ça, donc on a pu l'intégrer donc dans la master maquette du BIM. Alors on parle de format, on parle d'échange, on parle d'outils. Effectivement, vu la complexité du projet et le nombre d'intervenants qui sont localisés à des endroits bien lointains, obligation de mettre dès le début une plateforme d'échange. Ici, c'est BIM 360 Doc Design. Les métiers, divers métiers, divers outils parce que divers métiers. Donc les logiciels métiers sont AutoCAD, Covadis, Revit, Allplan, Tekla. Également des logiciels de visualisation, IFC Eve, Trimble. Et également des logiciels qui nous ont permis de faire de la clash detection et de la compilation, tels que Navisworks, et de l'échange d'informations via BIMTrack également. Et donc, oui, c'est pour faire la synthèse entre les différents réseaux, savoir si les réseaux fluides et par rapport au bâtiment, si les LEC rencontrent les canalisations HVAC ou si les réseaux VRD par rapport aux fondations ou ce genre de choses. Collision en français. Voilà. Et effectivement, les fichiers d'échange, qui sont l'IFC, le RVT, le DWG, le PDF, aussi des fichiers Excel, pour de la donnée également. On parlait de base de données, et du Navisworks. Donc là, on a plusieurs images qu'on a sorties du BIM. Donc on a une première image qui est la modélisation du terrassement, donc bâtiment, voirie et la paroi clouée à l'arrière. Sur la deuxième image en bas à gauche, on a la modélisation des réseaux avec le bâtiment sur le fond de forme. Et sur la troisième image, donc on a modélisation du terrain, donc de la voirie, des places de stationnement et des espaces verts. Donc là aussi, c'est une quatrième image qu'on a ressortie pour vraiment représenter le bâtiment et tous les réseaux autour. Donc on voit qu'il y a énormément de réseaux à l'extérieur, notamment le bassin de rétention sur la droite, la grosse canalisation d'eau potable qui passe. Tout ça, bien sûr, a été renseigné dans le BIM, et tous les acteurs de l'ensemble des intervenants,
pouvez avoir accès à cette maquette pour voir donc, les fameux clash détection qu'on va parler après, et qu'on a bien voilà, l'ensemble des réseaux pour alimenter le bâtiment. Alors, comment nous avons géré la gestion des non-conformités, on va appeler ça comme ça. Nous avions dans ce projet des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des intervenants qui étaient autour du modèle 3D. Donc on visualisait directement le modèle 3D et toutes les semaines, il y avait une mise à jour de cette maquette. Donc ce qui était un peu lourd et comment on va dire, Prenant, voilà, exactement. Donc les non-conformités qu'on a pu constater, donc, on avait des calages altimétriques, on avait des mises à jour de plans, donc pas le bon indice, on avait des collisions entre réseaux et murs du bâtiment, collisions entre réseaux, décalage des objets, donc par exemple un portail dans le mauvais sens ou, voilà, ou une fenêtre à l'envers, donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc tout ce qu'on avait détecté, tout ce qu'on avait détecté, donc les non-conformités, tu reviens avant Mickaël, reviens avant. On n'avait pas fini. Pardon. Les non-conformités détectées, donc c'était vraiment à corriger pour la semaine, sauf pour sauf si les études n'étaient pas donc terminées pour un design. Donc à ce moment-là, on mettait un petit nuage de points en disant on reviendra ultérieurement, donc pour finaliser le projet. C'est bon. Les clash détection. Donc vous avez retiré 4 images. Donc le premier en haut à gauche, donc regard dans les bassins de rétention des chimiques. Donc là, on nous a agrandi le bassin, on ne nous l'a pas dit, et ben on est dedans. Donc voilà, donc on a pu rectifier le tir après. En haut à droite, donc on a bien vérifié que les canalisations passaient donc entre les fondations du bâtiment. En bas à gauche, on a une mauvaise accroche du regard sur le MNT, le modèle numérique du terrain. Donc il fait 6 mètres de haut alors qu'il doit faire en réalité 50 cm. C'est ça. Et puis donc en bas à droite, donc les regards mal calés, pareil, qui sont dans le bâtiment, dans l'entrée du bâtiment, alors qu'ils doivent être au pied du bâtiment. Alors, retour d'expérience, les plus, les moins. Alors, c'est certainement une valeur ajoutée sur l'optimisation du projet dans les délais globaux. On a plus de réactivité entre l'architecte et les bureaux d'études et aussi la maîtrise d'ouvrage. Moins de risques d'erreur et de manquement dans les limites de prestations entre corps d'État. On a une intervention au fil de l'eau, au quotidien de la maîtrise d'ouvrage. Temps de validation plus court, forcément. Le BIM a apporté un vrai plus pour la visualisation en 3D du projet par tous les acteurs. Donc c'est bien une meilleure compréhension du projet. On a pu réaliser une visite virtuelle lors d'une des phases d'avancée du projet. Donc visualisation 3D, c'est un avatar virtuel du bâtiment. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi jumeau numérique. Et effectivement, les plus, la coordination et la possibilité in fine, de faire de la maintenance, exploitation, et d'avoir un recollement 3D pour les futurs travaux et évolutions potentielles du bâtiment. Voilà, donc on a quelques photos qui illustrent un peu, donc, un peu l'encours du projet. Donc là, la photo du haut, on est tous réunis, donc c'était pour la présentation du 30%, donc de l'AVP, donc avec tous les acteurs, donc maître d'ouvrage, bureau d'études, architecte, donc on était tous présents. Donc pour ça, on a dû donc emprunter le réfectoire de Patriarche, parce qu'il n'y a pas de salle assez grande pour réunir tout le monde. Donc voilà. Une des autres photos, donc on voit le modèle numérique tout en bas, donc où on s'extase dessus. Donc tellement il est joli. Voilà. Et puis la visite virtuelle, donc une vraie visite virtuelle du bâtiment avant construction, donc par tous les acteurs, donc pas forcément que pour le maître d'ouvrage. Donc on pouvait le faire, tout le monde pouvait le faire, donc c'était proposé donc à l'ensemble des acteurs. Oui, donc quelques points de vigilance, donc retour d'expérience. Donc ce dossier, c'est un rythme très très soutenu. Donc il faut savoir que donc
Il y avait vraiment, vraiment 40, entre 40 et 80 personnes qui travaillaient dessus, un rythme très très soutenu, donc des réunions journalières avec des rendus hebdomadaires demandés. Donc on a sué vraiment pour se ressortir tout ça. Comme on dit, la collaboration, les échanges, donc c'était quelque chose de très très voilà, très soutenu. La mise à jour en continu de la maquette. Donc la maquette, pour info, elle n'est pas encore mise à jour, hein. Donc on est encore en train de travailler dessus, alors que le bâtiment est en cours de construction. Donc c'est quelque chose d'assez fou en termes de rythme de travail. On est vraiment dans l'ère du numérique, où tout va vite, tout va très très vite. Et là, on revoit un peu voilà, l'expérience un peu des réseaux sociaux, où on doit répondre dans la seconde, sinon ben, vous êtes mort. Les blocages techniques. Donc, moi personnellement, donc, on m'a fait remonter donc une petite amélioration au niveau des logiciels, notamment au niveau des modules réseau sec et eau potable, qu'on n'arrive pas tout à fait à mettre en 3D, donc, notamment au niveau des chambres. Donc, il y a encore un peu de travail là-dessus à faire avec le logiciel. Et maturité et niveau de compétence des différents acteurs, il faut savoir que là, les équipes ont été choisies effectivement pour leur niveau de maturité à travailler dans un processus BIM. Donc il y a vraiment eu un choix spécifique pour ce montage, pour l'opération. Oui, au choix des acteurs, nous, au niveau du BIM, c'est notre 3e dossier. Donc il est vraiment, on commence vraiment à avoir quelque chose d'assez abouti. Donc vraiment d'avoir un bel retour d'expérience dessus. En synthèse rapidement, s'il vous plaît, comme ça on pourra aboutir. Oui, alors, rapidement, en synthèse, quelques enseignements. Alors c'est un plus pour le projet dès la phase conception, c'est indéniable. Les conditions de réussite ou risque d'échec, il faut effectivement s'investir dans le projet au niveau BIM, donc au niveau de, comment je veux dire, pas que de la 3D, donc c'est de la 3D, c'est aussi la 3D qui est enrichie, et c'est la 3D au service du projet et des équipes et du travail au quotidien. Oui, c'est ça, vraiment avoir des équipes qui veulent s'investir, vraiment avoir des collaborateurs qui veulent vraiment rentrer dans le BIM. Et donc effectivement aussi mettre en place dès le début une convention BIM, donc une charte d'échange entre tous les intervenants, avoir une personne dédiée justement à prendre en charge cette mise en place, qui en l'occurrence est le BIM manager. Ce n'est pas un travail en plus, il faut bien considérer que ce n'est pas un travail en plus, mais c'est bien un gain pour toutes les équipes dans l'avancement et dans l'intérêt du projet. En marge de progrès, donc au niveau d'infra, donc on en a parlé, hein, donc les logiciels métiers qui sont encore à évoluer, et formation, donc en formation des équipes de conception, ce qu'on disait un peu avant sur la table ronde. Et puis donc maintenant, oui, la mise en perspective donc pour le SIM. Donc là directement, donc nos réseaux vont être directement intégrés à la carte Riviera. Donc c'est le SIG du canton de Vaud. Voilà, donc vers peut-être un avenir sur un SIM. On l'a abordé très rapidement, le SIM, pendant la table ronde, mais finalement, on ne s'est pas posé dessus. City Information Modeling, donc c'est l'équivalent du BIM, mais appliqué à un écosystème urbain, finalement. On parle de la cité, plus seulement d'un bâtiment. Voilà. Et vous nous avez... Oui, alors une petite présentation ici du modèle compilé, et pour montrer un peu tout ce qui concerne le VRD et l'infra. Donc voilà, vite fait, tout ce qui se passe. Voilà, donc on voit bien qu'on touche à l'écosystème autour du bâtiment également, et pas uniquement... Hop, donc là, on sélectionne un élément, c'est ça ? Oui, c'était pour isoler tout ce qui était... D'accord, vous isolez les couches. Et puis montrer l'ensemble des réseaux. Très bien. Est-ce que, après ça, c'était les questions-réponses ? Ou il y avait encore une dernière... Il y avait encore une... Je crois qu'il y a encore une vidéo. Ah, encore une vidéo. Ça ne vous dérange pas ? On a compris le principe, je pense, pour enchaîner, pour permettre quand même à tout le monde de poser une question. Voilà, hop, ouais, c'est ça. Oula.
Merci. Juste, Merci. ouais, juste peut-être, Philippe va aussi compléter, juste pour dire aussi qu'on parle d'outils numériques. Et la petite vidéo ici, enfin, c'est aussi pour dire merci aux équipes parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains. On parlait de management de RH tout à l'heure. C'est des choses qui nécessitent du management, de la motivation, de la formation aussi également. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est s'il y a des questions, on a encore 5 toutes petites minutes. Je vais limiter à 4, sinon après on va accumuler les minutes. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Et comment ça va se passer? Vous n'allez pas les poser au micro parce qu'il nous faudrait environ 70 micros encore maintenant, si chacun voulait en poser une. Soit vous avez une voix qui porte et tout le monde en profitera, soit vous me la direz, puis moi je la répéterai à tout le monde. On commence par vous? Allez, levez-vous, pardon, présentez-vous s'il vous plaît. Deux questions. Tout le monde a entendu? C'est bon? Je serais incapable de tout répéter. Non, il n'y a pas eu de modèle. Point d'interrogation. Non, il n'y en a pas eu. Ouais. Donc non, il n'y a pas eu de modèle géotechnique mis dans le BIM. Et pour ce qui concerne la gestion maintenance, vu la complexité du projet, en fait, le client nous a demandé de leur faire des propositions. Et tout au long de l'évolution du projet, nous étions en perpétuel échange avec justement la maîtrise d'ouvrage pour savoir le degré de renseignement et d'investissement qu'on allait porter sur justement leur gestion maintenance. Il faut bien se rendre compte que la réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des maîtres d'ouvrage ont du mal encore à savoir exactement ce qu'ils vont maintenir et gérer. Suivant les types d'ouvrages, etc., ce n'est pas encore bien défini. Donc ici, il y a toute cette problématique, mais il y a bien eu, dès le départ, des échanges qui continuent aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Donc ce n'est pas un frein de ne pas l'avoir. C'est vrai que ce serait mieux de l'avoir le plus tôt possible. Ça permet d'éviter des allers-retours, mais il y a des échanges par rapport à ça. Mais il n'y a pas de cahier des charges. Autre question? Levez la main, oui. Léonard. Alors, on va essayer avec la voix ou... Ouais. Ah oui, ça va, tranquille. Alors, est-ce qu'il y avait autant de données dans la convention BIM sur les réseaux, les attributions, etc., qu'on retrouve l'équivalent que ce qu'on peut trouver dans un BIM bâtiment, finalement? Donc, effectivement, effectivement, il y en avait autant. Alors, quand on parle de autant, il faut bien se rendre compte que des équipements ont beaucoup plus d'informations potentiellement que certains réseaux, mais effectivement, il y avait une demande spécifique par rapport aux catégories, on va dire, d'objets et d'équipements du bâtiment. Mais il y avait effectivement une définition de ce qu'on attendait à minima, et en fonction aussi de l'évolution des besoins futurs, il y avait une fluctuation de la demande. Merci. Une dernière question? Allez-y. Polytech? Non? Tout compris? Ah, vous voyez? Bon, là, je monte. Alors, on va essayer avec la voix quand même. Allez-y. Voilà, comment était gérée la mise à jour de la maquette et du fichier BIM avec l'ensemble des contributeurs finalement en présentiel, à distance, via une plateforme éventuellement. Enfin voilà, question. Ouais. Oui, donc tout à fait. Donc en fait, la mise à jour de la maquette était faite une fois par semaine avec l'ensemble des données. Donc arrivé le vendredi ou le jeudi, voilà, et puis elle a été mise à jour le lundi matin. Comment aussi? Par quel outil? Donc là, c'était de la Viswork. Et donc, oui, il y avait deux outils. Et donc, on ne parle pas d'un fichier BIM, mais d'une multitude de fichiers BIM qui étaient compilés sur la plateforme. Et on se servait de ce fichier mis à jour et accessible par tout le monde en tout lieu. C'était une plateforme maison ou c'était un outil disponible? On peut citer des solutions. Oui, là, la solution qui a été choisie, c'était BIM 360 de chez Autodesk. Ouais, d'accord, voilà, donc vous pouvez, ça donne des idées, vous pouvez aller benchmarker un petit peu les solutions du marché. Oui,
une toute dernière, et ensuite on va enchaîner sur le deuxième risque. Alors, la voix, ça va aller ou... Alors, niveau 0, 1, 2, 3, 4, et dites-nous de quoi il s'agit. Niveau 1, 2, 3, 4, BIM. Alors moi, je parle de BIM 32, 25, 30. Moi, il n'y a pas de niveau de BIM. Ah ouais. On fait un processus BIM ou on n'en fait pas. Je veux dire, le peintre, il n'a pas besoin d'avoir une maquette numérique, il a besoin de savoir des surfaces et savoir où il va mettre sa peinture. Donc pour moi, parler de niveau BIM, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, le BIM niveau 2, on va commencer à avoir plus de collaboration avec des maquettes. Le niveau 3, c'est censé être un peu l'utopie d'avoir tout le monde autour de la même maquette, du même fichier. Niveau 0, on échange les maquettes, on n'est pas sur les mêmes fichiers, donc le niveau de collaboration est néant, entre guillemets, si ce n'est par des échanges mails. Donc pour moi, parler de niveau, ça n'a pas de sens, même si on en parle dans les conventions. Pour moi, on fait du BIM ou on n'en fait pas. Donc on échange, on collabore dans l'intérêt du projet. Moi, c'est ça le processus BIM d'échange. Chaque acteur a sa propre maquette métier. Chaque acteur dépose sa maquette métier sur la plateforme. Ces maquettes sont compilées et on regarde l'ensemble des intervenants. Et forcément, il y a des intervenants qui font aussi des notes de calcul. Ça fait partie de la maquette numérique. D'accord. Donc c'est déjà un bon niveau de collaboration quand même, quoi, du coup. Oui, c'est un niveau de collaboration. On échange et on collabore sur des fichiers Excel aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que le BIM, c'est bien un processus mis en place, c'est bien des échanges, de la collaboration autour de ce qu'on appelle le modèle numérique, mais c'est bien l'ensemble des informations qui représentent ce modèle. Très bien. On n'est pas tout seul à construire. Évidemment. Merci beaucoup Philippe Cotin, merci Mickaël Fauché pour ce retour d'expérience.